Bonjour à tous les compatriotes qui sont au rendez-vous de ce premier live du mois de juin. Je m'excuse, j'ai mis sur ma page le 1er mai. Je suis en train de perdre petit à petit la notion de date. C'est normal, quand on a trop de pression, parfois on se perd un peu. Donc, je salue tous ceux qui sont en ligne sur les 3 canaux. YouTube, on est déjà à 700, TikTok, on est déjà à 3000, Facebook, je ne sais pas trop parce que je ne regarde pas directement. Et je vous souhaite la bienvenue pour le live de ce dimanche. Je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous un fructueux mois de juin. Nous sommes pratiquement à la moitié de l'année. C'est une grâce pour nous qui sommes encore vivants, qui avons le souffle de vie. Nous devons remercier la Providence, le Seigneur, pour la bonne santé qu'il nous accorde, pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Et je vous souhaite de passer ce mois de juin en toute tranquillité, que s'éloignent de vous les soucis, les maladies, les difficultés quotidiennes, et que chacun d'entre nous jouisse d'une santé solide afin que nous puissions continuer par dénoncer l'injustice, l'arbitraire et toutes les dérives qui ne font pas aujourd'hui l'honneur de notre pays. Alors, le live d'aujourd'hui va être structuré en premières étapes. La première étape sera consacrée à quelques informations pratiques que je vais vous donner. La seconde étape sera consacrée, je pense, au dossier de la SOETE. On va rentrer aujourd'hui un peu dans le fond du dossier de la SOETE pour que les gens comprennent ce qui se passe et ce qui les attend dans les jours à venir, où est-ce qu'on peut situer les responsabilités. Ensuite, on parlera du dossier Ambron. On parlera du dossier Ambron. Il faut que je voie mes fiches ici, là où j'ai pris mes notes. On parlera du dossier Ambron, on parlera aussi d'un certain nombre de sujets que je vous laisserai découvrir au fur et à mesure qu'on progresse dans le live. Alors, je voudrais déjà, pour ceux qui sont connectés et ceux qui le seront après, saluer principalement tous les amis qui se mobilisent pour le GoFundMe, la cagnotte qui a été lancée par notre frère artiste Zagabambo pour venir en soutien à la famille de Ambron. Et les objectifs de cette cagnotte ont été clairement exposés. Il s'agit principalement de venir en soutien à la famille, même si la famille, on le sait, n'est pas à l'abri du besoin. Ce n'est pas une famille qui est en difficulté financière, mais c'est notre manière de rester mobilisés et de témoigner de notre solidarité avec la famille de ce frère, de ce compatriote qui a pris les risques pour la vérité, pour la liberté, pour la justice, de se faire arrêter devant ses enfants, sa mère. Et donc, cette cagnotte est destinée à venir en appui à cette famille-là. Avant que je ne rentre tout à l'heure au studio, on était à 24 000 € en moins d'une semaine. Je pense que c'est assez énorme. C'est encore la première fois que je vois les Togolais se mobiliser autant pour cotiser depuis les événements de 2017. Lorsque cette cagnotte a été lancée il y a quelques jours, en 2 jours, la cagnotte a atteint presque 15 000 €. C'est vraiment phénoménal. Et on a mobilisé pas mal d'amis, des camarades de lutte pour que les gens puissent cotiser. C'est important qu'on cotise. Et donc, on a fait la campagne, énormément de campagnes. Parfois, on appelle directement les gens, on leur dit il faut vraiment contribuer. Je l'ai expliqué la dernière fois, si tu ne peux pas être au front, tu peux quand même participer à la lutte, c'est le plus important. Et ensuite, il y a un travail de fond qu'on essaie de faire, chacun à son niveau, selon ses compétences et selon ses réseaux. On mobilise les médias pour que les médias puissent continuer par mettre les projecteurs sur ce qui se passe au Togo. C'est important que ce qui se passe au Togo ne passe pas dans le silence. On dit que le crime se nourrit du silence et le crime et le criminel, une fois que vous les dénoncez, ils sont en difficulté devant l'opinion. Donc aujourd'hui,
on peut déjà saluer la mobilisation médiatique. Il y a déjà la mobilisation sur les réseaux sociaux, mais je parle des médias classiques qui sont aujourd'hui très mobilisés sur la question du Togo. C'est un travail qui se fait, c'est des démarches qui se font auprès de certaines structures pour que les médias puissent s'intéresser au moins une fois de plus en plus sur la question togolaise. Donc, on va toujours continuer dans le même sens. Il y a une série de démarches qui sont en cours, que nous faisons. Toutes les armes, quand je parle des armes, ce n'est pas forcément des armes de guerre, toutes les armes que nous avons à notre disposition pour mettre en difficulté le régime de Faure Gnassingbé, pour mettre en difficulté la dictature, nous devons nous en servir. Nous devons nous en servir. On s'en fout du candidat-on. Nous devons nous servir de ces armes-là. Et comme je le disais tantôt, chacun selon ses compétences et chacun selon les circuits qu'il maîtrise le mieux. Et en dehors des médias sur lesquels on est nombreux à travailler, on travaille aussi sur certains canaux de contact. Et évidemment, la semaine qui vient de s'achever, j'ai personnellement envoyé un courrier au nouveau pape, le pape Léon XIV, pour deux raisons. J'ai envoyé un courrier au pape pour deux raisons. Vous savez que le pape a inauguré son pontificat par une sortie assez forte sur la question de la liberté de presse et de la liberté d'expression. Il a reçu des journalistes au Vatican. Il a parlé avec les journalistes. Il a demandé la libération de tous les journalistes qui sont en prison au monde. Il a demandé aux dirigeants du monde de libérer la parole, de laisser les journalistes s'exprimer. Donc, c'est la première raison pour laquelle moi qui suis lauréat de la liberté internationale de presse avec le CPJ, je me suis senti à même capable, ou je ne sais pas, je me suis senti capable de lui adresser cette lettre-là. Ensuite, la seconde raison pour laquelle j'adresse cette lettre-là au pape, c'est que Faure Gnassingbé est un habitué du Vatican. C'est quelqu'un qui aime souvent visiter le Vatican avec sa maman, qui est souvent reçu par le pape ou par les adjoints au pape ou le cardinal secrétaire d'État. Donc, il est souvent au Vatican et nous devons informer les dirigeants du Vatican, qui est le plus petit État au monde, mais l'un des États les plus influents, de ce qu'est réellement la personnalité de Faure Gnassingbé. C'est parce que il soigne son image à l'extérieur, il a des réseaux, il a des canaux qui lui font passer pour un dirigeant, que des gens ne parlent pas suffisamment de lui. Maintenant, nous devons parler de lui partout. Ce qu'il est réellement, nous devons le décrire aux gens, de manière à ce que le jour où il se pointe quelque part, les gens puissent lui demander qu'est-ce que tu fais dans ton pays, pourquoi tu sacrifies la jeunesse, pourquoi tu envoies les étudiants, c'est pas, tu envoies les journalistes en prison, tu les envoies en exil, tu les envoies, pourquoi tu arrêtes les poètes qui écrivent des poèmes, pourquoi tu arrêtes les artistes, pourquoi tu envoies des jeunes de l'opposition en prison qui meurent petit à petit, tu refuses de les libérer. Tu ne peux pas faire tout ça et venir te pointer comme un enfant de cœur au Vatican devant le pape. Je ne suis pas naïf, je ne dis pas que le Vatican, je ne suis pas naïf, mais nous sommes dans les réseaux où chacun utilise les armes qu'il a pour influencer et qui il doit influencer. Et donc, je ne suis pas un naïf pour croire que, bon, le Vatican va faire quoi que ce soit, mais c'est important qu'on informe les gens là où, tous les endroits où force se présente généralement, il faut qu'on fasse quelque chose pour démontrer aux gens qui il est réellement. Et donc, à travers les réseaux et les canaux diplomatiques dont je dispose et dont quelques amis aussi disposent, j'ai envoyé un courrier au pape que je vais partager avec vous. Et ça va être la première information de ce live. C'est un courrier qui est resté sous embargo jusqu'à ce matin et je l'ai transmis aux médias. Et donc, je vais en parler tout à l'heure et vous allez prendre le temps d'écouter le courrier que je vais lire tout à l'heure.
et je l'ai transmis directement au Vatican et je l'ai transmis aussi au nonce apostolique du Vatican qui se trouve à Paris. Donc, c'est par 2 canaux que j'ai envoyé ce courrier-là qui ont atteint leur objectif. Donc, voilà ce que j'écris au pape. Alors, sa sainteté, le pape Léon XIV, souverain pontife de la Cité du Vatican. Très Saint-Père, votre sainteté, le pape, souverain pontife, journaliste d'investigation en exil en France et lauréat du prestigieux Prix international de la liberté de presse qui m'a été décerné par le Comité pour la protection des journalistes CPJ en novembre 2023 à New York, j'ai été particulièrement ému et particulièrement intéressé par votre allocution lors de votre première rencontre avec la presse internationale le 12 mai 2025 à la salle Paul VI, au lendemain même de votre élection à la tête du Saint-Siège. Au cours de cette audience, vous avez exprimé votre engagement en faveur de la liberté de la presse en ces termes. Je cite le pape. « Permettez-moi donc de réaffirmer aujourd'hui la solidarité de l'Église avec les journalistes emprisonnés pour avoir recherché à rapporter la vérité et par ces paroles de demander la libération de ces journalistes emprisonnés. L'Église reconnaît dans ces témoins, je pense à ceux qui racontent la guerre au prix de leur vie, le courage de ceux qui défendent la dignité, la justice et le droit des peuples à être informés, car seuls des journalistes, des peuples informés peuvent faire des choix libres. La souffrance de ces journalistes emprisonnés interpelle la conscience des nations et de la communauté internationale, nous appelant tous à préserver le bien précieux que sont la liberté d'expression et la liberté de la presse. Ça, c'est les citations que le pape a données devant les journalistes le 12 mai 2025. Donc, le pape a inauguré son pontificat sur un pilier fondamental, c'est la question de la liberté de presse et de la liberté d'expression. Donc, pour nous, c'est une brèche que moi je saisis pour m'adresser au pape par rapport à la situation des journalistes au Togo, mais aussi à la situation de tous ceux qui sont en prison sur le délit de droit commun, de droit d'opinion, du délit d'opinion. Alors, je continue. Par ces mots, très Saint-Père, vous avez abordé une question cruciale, qui est celle de la liberté d'expression et celle de la presse. Et vous l'avez abordée avec grande pertinence et remarquable maîtrise. Je tenais à vous en remercier et à saisir cette occasion pour évoquer avec votre sainteté le cas particulier de la liberté de la presse et d'expression dans mon pays, le Togo, où il y a comme une mise à mort lente de la presse. Le Togo est regenté depuis plus de 6 décennies par la même famille, Gnassingbé et Adema d'abord, et puis Faure Gnassingbé ensuite. Son fils qui est au pouvoir depuis 20 ans et qui vient récemment par un artifice constitutionnel de s'y maintenir désormais à vie en devenant président du Conseil alors que pendant 2 décennies, il était président de la République. Dès lors, et quelques années avant ces changements, et aujourd'hui encore, le ton a été durci vis-à-vis de la presse privée locale au point d'entraîner des arrestations, des emprisonnements et des contraintes à l'exil de nombreux journalistes togolais. L'institution chargée de la liberté de presse, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, est supplantée par le parti au pouvoir qui s'en sert pour museler, persécuter les médias et journalistes de la presse privée, jugés trop funeurs et critiques envers la gouvernance politique, économique et sociale en dénonçant les situations d'injustice et de pauvreté, de crimes parfois rituels et de corruption généralisée. On assiste au Togo à des interpellations systématiques et gardes à vue illégales et abusives des journalistes par le service central de recherche et d'investigation criminelle, le SCRIC, une unité de la gendarmerie nationale tristement connue pour l'usage systématique d'actes de torture et autres formes de traitement cruels, inhumains et dégradants. Des retraits de plusieurs médias de leur récépissé de parution, des suspensions de parution et d'émission, toutes choses qui amènent les journalistes à l'autocensure et donc à craindre de dire la vérité. Des journalistes, certains d'un certain âge avancé, 76 ans, et leurs organes sont condamnés à de lourdes peines pénales
avec des mandats d'arrêt internationaux à la suite des procès qui sont loin d'offrir des garanties de procès équitables. Et ce, sur la base du code pénal pour des actes posés dans l'exercice de leur profession et jetés en prison malgré la dépénalisation du délit de presse au Togo. Très Saint-Père, j'ai moi-même vécu cette douloureuse expérience entre décembre 2021 et janvier 2022 à la suite d'une émission dénonçant la corruption. Interpellé et emprisonné avec mon confrère Joël Vignon-Ega, directeur du journal de publication Fraternité, ce dernier mourra quelques jours seulement après notre libération. Face à ces nombreuses et réelles menaces qui pèsent sur ma personne, j'ai été obligé de partir en exil et avec certains de mes collaborateurs. Très Saint-Père, au-delà de la liberté de presse et d'expression, c'est aussi toute la liberté d'opinion qui est menacée. Des militants de l'opposition, des membres de la diaspora rentrés au bercail sont arrêtés, torturés et mis en prison. En somme, toute tentative de dissidence ou toute voix dissonante sont étouffées par le pouvoir en place. Les forces de défense et de sécurité et l'appareil judiciaire sont instrumentalisés pour empêcher l'exercice des libertés fondamentales, notamment la liberté syndicale, la liberté d'association, de réunion, de manifestation publique. Le Togo compte aujourd'hui dans ses prisons près d'une centaine de détenus politiques, sans oublier 9 cas de décès en détention par suite d'actes de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants. Monsieur Jean-Paul Omolou, activiste togolais vivant en Suisse, de retour au pays, a été arrêté le 3 novembre 2021 et détenu depuis lors dans des conditions inhumaines dans les locaux de la gendarmerie à Lomé, un lieu de détention non conventionnel. Les appels de nombreuses organisations des droits de l'homme exigeant sa libération n'ont pas eu d'écho de la part du gouvernement togolais. Le 12 janvier 2025, M. Honoré Sichopé Sopor, alias Affectio, jeune poète, a été arrêté et jeté en prison pour avoir écrit un simple poème d'indignation en reprenant la célèbre formule de feu Monseigneur Bariga, bénissant, entre parenthèses, fait à part. Depuis, il est toujours en détention sans aucun espoir de libération. Dans la nuit du 26 mai 2025, à 21h, M. Tchala Essowe Narcisse, alias Amron, artiste engagé de la chanson togolaise, dénonçant dans la dénonciation systématique de la malgouvernance et de la corruption au Togo et sur les réseaux sociaux, a été kidnappé par une cinquantaine d'agents de la gendarmerie, armés jusqu'aux dents, dans une rare violence devant sa mère malade, son épouse et ses 4 enfants mineurs. Cette dernière arrestation arbitraire et les appels à l'aide des enfants de l'artiste et sa mère suscitent aujourd'hui une indignation générale dans le pays et au-delà. À plusieurs reprises, le pouvoir n'a pas hésité à faire recours aux miliciens qui agissent à visage découvert aux côtés des forces de défense et de sécurité armées de machettes et de gourdins de cordelettes, s'en prenant impunément aux manifestants et à la population civile. En juillet 2021, une enquête menée par l'ONG For Biden Stories, qui travaille dans le secteur des médias, a permis de découvrir que plus de 300 numéros togolais apparaissent dans la liste des cibles potentielles du logiciel espion israélien Pegasus, plaçant donc sur écoute des opposants politiques, des journalistes de la presse privée, des défenseurs des droits de l'homme et des personnalités de l'Église catholique du Togo. Votre sainteté, souverain pontife, je viens par la présente vous encourager dans votre engagement en faveur de la liberté de presse et d'expression, tout en attirant de façon particulière votre attention sur le cas spécifique du Togo. Je sais combien, malgré la gestion dictatoriale de son pays et son obstination à se maintenir au pouvoir, Faure Gnassingbé multiplie des visites à Rome auprès du Saint-Siège et auprès de vos prédécesseurs. Je suis confiant que ces prochains séjours
ces prochains séjours au Vatican seront des occasions de plaider pour le renforcement de la liberté de presse et d'expression, ainsi que de la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique au Togo et la libération des prisonniers politiques. Tout en m'inclinant pour recevoir votre bénédiction, vous priant de bénir le Togo et vous souhaitant un fructueux et rayonnant pontificat, je vous prie d'agréer, très Saint-Père, l'expression de ma très haute considération. Voilà le courrier que j'ai adressé cette semaine au pape, au nouveau pape, et pour attirer l'attention du Vatican, dont Faure est un habitué, est un visiteur habitué de ce qui se passe dans notre pays. Et pour être complet, je peux vous assurer que j'ai joint à ce courrier-là la dernière sortie des évêques sur la situation de notre pays, puisque les évêques ont décrit avec les mots justes la situation catastrophique de notre pays. Donc, j'ai joint à ce courrier physique la dernière sortie de la conférence épiscopale du Togo pour que le pape puisse comprendre. Je sais que la sortie des évêques, le pape est déjà au courant, mais quand je l'ajoute à mon courrier, c'est pour que le pape comprenne que ce que je dis, les évêques le disent déjà. Donc, ce courrier est parti cette semaine par des canaux diplomatiques appropriés et nous allons faire le suivi. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons à chacun, selon nos capacités, selon nos moyens, selon nos réseaux, selon nos relations, nous devons faire quelque chose pour mettre en difficulté Faure Gnassingbé. 20 ans de pouvoir, c'est suffisant pour qu'il aille se reposer. 20 ans de pouvoir, c'est suffisant pour qu'il aille se reposer. Surtout que son bilan ne plaide pas en sa faveur. 20 ans de pouvoir, c'est suffisant pour qu'il aille prendre une retraite tranquille. Aujourd'hui, il est devenu un obstacle pour l'épanouissement de la jeunesse, un obstacle pour l'épanouissement des Togolais, un obstacle pour tout développement de notre pays. Et donc, nous devons, chacun à son niveau, faire ce qu'il peut faire pour mettre en difficulté ce régime-là. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai pris le soin d'adresser ce courrier au Vatican. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous.